invité pour la deuxième année consécutive. Donc il fait partie de nos guest stars maintenant. Donc la fois prochaine, peut-être pas quand même. Ça ferait un peu trop. Donc voilà, Andrew Clark, Société du Map, il va nous présenter un petit peu la partie localisation. Donc en fait, ça va faire aussi la deuxième année consécutive que je présente en dernier, en fait. Et c'est vrai que c'est une compétence spécialisée de présenter en dernier parce que les situations arrivent, les gens ils ont des avions à prendre, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'IMAPS déjà juste? J'espère qu'au fond, il y a mon équipe qui dit. Et donc il y a quelques-uns. Juste, je ne vais pas faire une présentation détaillée comme il est presque 15 heures. Donc l'IMAPS, c'est on peut dire c'est un système d'intranet en interne pour que vous puissiez communiquer en interne avec vos collègues, même jusqu'à le PDG, et les PDG peuvent aussi communiquer avec toute l'équipe. Donc ça implique plusieurs outils comme Slack, comme Jira, Zendesk, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'outils qui peuvent travailler, voilà, on peut travailler avec beaucoup d'outils dans le même système d'interface. Donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails aujourd'hui parce qu'on est un peu limité à 30 minutes, j'aimerais bien respecter le temps. Surtout que le projet a pris un peu de retard, donc au moins dans la présentation, je peux respecter ça au moins, ça serait bien. Donc là, vous voyez en bas, ça c'est moi, bon, vous me connaissez déjà maintenant. Et il y a Georgina, Kenz et Beltran qui est dans notre équipe au fond, voilà. Donc ils ne sont pas changés, voilà. Donc on a une bonne équipe et voilà, je vais commencer tout de suite avec une histoire de KitKat. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ont allé au Japon déjà, entre-temps ou pas? Oui, quelques-uns, ouais. Vous avez peut-être remarqué, il y a pas mal de KitKat sur le rayon un peu partout. Et c'est un peu bizarre parce que c'est un produit de Nestlé, et vous vous dites, comment ça, il y a autant de KitKat à Japon? Et en fait, c'est une histoire de traduction faux amis accidentelle un peu. Donc en fait, l'équipe de marketing, ils ont dit, est-ce qu'on change KitKat à un autre nom? Oh bah, KitKat, c'est un peu la même chose en japonais, bon, ils vont se débrouiller. Et en fait, il y a un mot en japonais, désolé, je ne suis pas du tout bon en phonétique. Vous entendez déjà mon accent en français. C'est Kitokatsuso, bon, c'est à peu près ça. Donc apparemment, ça veut dire que vous allez gagner, c'est un peu bonne chance en japonais. Donc en fait, les gens, naturellement, ont fait des liaisons entre KitKat et Kitokatsuso, voilà. Et donc ça a devenu un peu une chocolat culte à donner des gens avant des épreuves comme les permis de conduire, les examens, tout ça. Et donc, pourquoi je parle de ça, c'est que, bien sûr, quand tu passes dans l'intelligence artificielle, il y a énormément de risques associés. Parfois, on a des mauvais résultats, parfois, on a des bons résultats, parfois, on a même des surprises. Donc, en fait, il y a une surprise à la fin que je vais vous partager à la fin. Voilà, donc, en commençant, voilà. Donc, tout d'abord, je vais présenter une tentative qui a été faite en 2020 par des êtres humains, en fait. C'était dans l'époque où il y avait l'ancien manager de la documentation, Lionel Moiseau. Vous connaissez peut-être un peu, voilà. Et donc, on va présenter un peu ce qui était essayé en 2020. Et on va faire un comparatif de ce qui était abandonné et ce qui était tenté avec la méthode IA. Voilà. Et j'ai fait un disclaimer un peu. J'utilise souvent le terme pré-traduction et IA dans le sens où c'est pas une traduction automatique absolue qui remplace complètement les êtres humains. Il y a quand même une étape de l'être humain qui est nécessaire et on va en parler un peu plus tard. Et surtout, je vais partager avec vous 7 astuces que vous pouvez adopter aujourd'hui dans votre documentation qui peuvent être à la fois utiles à votre documentation point barre et aussi pour les moteurs de recherche et aussi les traductions par IA. Donc, ça va vous faire gagner du temps plus tard, en tout cas. Et après, à la fin, je vais finir avec les résultats, les leçons que nous avons apprises et les chantiers en cours, voilà, qui font que améliorer la documentation. Donc, voilà. Donc, en 2020, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails, c'est juste que nous avons quelques enjeux. Donc, chez nous, pour les interfaces, nous gérons les termes d'interface dans un système qui s'appelle Localize, c'est un système de gestion de traduction. Okay? Et c'était mis en place en 2019. Il y a tout un legacy lié avec Localize que les équipes de développement ne voulaient pas changer, ils voulaient garder ça en place. Et donc il fallait faire avec, hein, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc voilà.
Nous avons bien sûr, vous connaissez tout ça, c'est Oxygen pour la rédaction de toute cette partie-là. Il y a GitHub qui gère les versions, c'est un peu l'équivalent de Sven quelque part. Voilà, mais vous connaissez peut-être déjà. Et voilà, après il y a des phases de transformation. Donc une chose qui est très particulière, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous faisons des intranets chez Lumaps. Donc c'est des intranets pour des grandes boîtes de CAC 40, ainsi que des plus petites sociétés qui ont moins de 5000 employés parfois. Et voilà, donc on fait à la fois la transformation des fichiers data en fichiers HTML5, et nous avons un script en interne qui est basé sur Python qui fait encore une transformation de HTML5 vers un HTML qui est Lumaps friendly, on peut dire ça. Et donc à la fin, en fait, on utilise l'intranet pour notre produit et pour la documentation. Donc c'est une approche assez intéressante chez nous en tout cas, mais c'était fait avant que j'étais arrivé. Voilà, donc en fait, c'est la même transformation qui se passe pour la version anglaise et la version japonaise. Et donc, on voit dans cette noyau là, il y a les êtres humains qui font toute la traduction. Donc, c'est des agences traditionnelles avec des chefs de projet, etc., etc. Donc, il y a des avantages, bien sûr, la qualité est vraiment au rendez-vous. Mais malheureusement, on a quelques couacs sur le chemin. Déjà, la première version de notre site de documentation dans l'époque faisait à peu près 180 000 mots. Et il fallait attendre 2 mois entre le moment de lancement du projet et le retour de la version corrigée, purifiée, etc. Donc, chez nous, chez Lumaps, on fait des releases tous les 6 semaines. Donc, l'un des soucis, c'est que si on avait mis à l'échelle ce projet dans l'époque, vraiment vers tous les mots de tous les sites de Lumaps, le site de docs de Lumaps, on avait peur d'avoir un décalage en permanence entre la version traduite par les êtres humains et la version source qui était en anglais. Et bien sûr, il y avait une autre chose qui était non négligeable. En fait, ça avait coûté environ 250 000 € pour le mettre en place. Donc il y a une expression en anglais, ain't nobody got time for that. Il y a aussi une autre expression, ain't nobody got money for that. C'était la finance, ils ont dit ça dans l'époque. Et donc, en fait, c'était abandonné en 2020. Donc, une autre question que j'ai voulu vous poser, pourquoi j'ai mis un chef dans l'ancienne slide, c'était juste, en fait, je voulais utiliser IA pour générer mes images pour la présentation. Et j'ai mis un mot money bags. J'ai dit, on allait trouver des sacs avec de l'argent et tout ça. On avait trouvé plein de chèvres. Donc, on ne sait pas pourquoi, je ne sais toujours pas. Mais en fait, apparemment, ça s'appelle hallucination, c'est le terme qui est donné par IA. C'est que pour le texte, IA peuvent être assez performants, mais aujourd'hui, pour les images, c'est vraiment approximatif. Et je vais retourner sur ce sujet plus tard, sur les images et l'IA, avec une astuce plus tard. Voilà, donc on continue sur la nouvelle méthode. C'est exactement la même méthode, tout est le même, sauf qu'il y a 2 changements. C'est que dans le noyau où il n'y avait que des êtres humains qui faisaient ce travail, il y a, on peut dire entre guillemets, une boîtier noire qui était développée grâce à WHP et Dominique et compagnie devant. Voilà. Si vous avez des questions plus approfondies, vous pouvez revenir vers lui si vous voulez. Voilà, donc c'est basé sur MemoQ qui est un peu équivalent de DeepL en fait. Et donc, une autre différence, c'est qu'au lieu de demander des agences de faire leur lecture, nous prenons des Customer Success Managers basés en Japon pour faire cette lecture. Et pourquoi on a décidé de prendre des Customer Success Managers? C'était parce qu'ils connaissent le sujet vraiment bien, ils connaissent notre produit. Et aussi, ils connaissent nos clients. Et donc, c'était un peu logique qu'on demande des CSM, voilà, est-ce que vous pouvez le lire, vous parlez bien japonais, etc., etc. Donc, ils ont dit oui dans l'époque, au début de l'année, et on avait promis qu'on allait finir vers le mois d'août, ce projet. Donc, je reviens aussi sur ça plus tard. Donc, sur les 7 astuces, j'ai décidé de donner que 7 astuces aujourd'hui, parce que comme il est 15 heures, si j'ai donné 20 astuces, vous allez tout oublier. Donc, au moins, on en reste sur 7, c'est peut-être un peu mieux. Donc, la première astuce, en revenant sur les images, vous vous souvenez de chèvres. Voilà, vous imaginez, si vous avez plein de captures d'écran dans votre documentation, on peut avoir des soucis dans le sens où il faut une gestion de plus à gérer les mises à jour de tous les captures d'écran. Ça existe toujours même sans production. Mais surtout, si vous devez aller dans l'interface d'un produit, prendre l'interface qui est dans le japonais, et le mettre en parallèle et de la gérer en parallèle, c'est beaucoup de travail en plus. Autre chose,
si on voit qu'il y a une évolution dans l'interface dans la version japonaise, s'il n'y a personne dans l'équipe de documentation qui maîtrise le japonais, on peut louper plein de loupés qui vont être remarqués sur le terrain. Donc c'était beaucoup de charge mentale qu'on voulait éviter. Donc, en fait, les gens qui ont fait mon cours digital il y a quelques années, j'ai toujours dit qu'il fallait mettre le maximum des images et éviter le maximum de texte si on peut. C'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit dans l'époque. Voilà, c'est ça le temps qui change en fait. Et malheureusement aujourd'hui, je dis un peu l'inverse. C'est un peu faites pas ce que j'ai dit, je sais plus. Voilà, donc on arrive là. Donc ça c'est la première astuce. Maintenant, c'est de mettre un maximum de texte parce que pas seulement pour la traduction automatique, mais aussi pour les scrapers. C'est les bots en fait qui prennent l'information sur votre site de documentation, qui donnent des réponses automatiques à des utilisateurs sur le terrain, comme les chatbots. Xiosoft, ils ont parlé de ça tout à l'heure avec moi aussi. Donc même chez Goomaps, on a un produit aussi qui s'appelle AI qui est un peu l'équivalent. Donc on veut aussi mettre en lumière nos produits en donnant une bonne performance de nos propres outils qui aident les employés aussi. Donc sur la deuxième astuce, c'est un peu lié avec Simplified Technical English un peu. Donc il y a quelques gens peut-être qui ont fait Advent, il y a un cours déjà de Simplified Technical English qui existe. Donc, il y a une chose importante, il faut éviter, les faux amis surtout, des mots qui peuvent avoir un double sens dans la même langue, ou même qui peuvent se traduire mal. Ça peut être des mots qui existent à la fois comme un verbe ou un nom, et il faut essayer de l'éviter si vous pouvez. Parce que l'une des faiblesses de l'IA, c'est que l'IA n'a pas l'intuition humaine. Si on voit le mot sans contexte close, un traducteur automatique ne sait pas si on parle de fermer quelque chose ou quelque chose qui est près de quelque chose. Donc ça peut faire plein de nonsense, je dis en anglais, avec le texte. Donc il faut être vraiment soigneux avec les choix de mots et les terminologies aussi. Un autre exemple aussi qu'il faut faire très attention, c'est des noms des marques déposées ou des produits. Donc vous connaissez tous Google Play par exemple. Et un bot va dire Google jouer. Voilà. Et il faut vraiment forcer le bot de ne pas traduire certains mots. Donc c'est là où il y a la balise où on met translate equals no. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place un peu partout. Donc ça c'est une grosse différence entre la traduction humaine et la traduction automatique. Et il y a certains mots spécifiques à des industries comme, je donne un exemple là, count deficiency, en français c'est insuffisance de vers. Et donc en fait, si vous passez ce type de mots son lexique à un traducteur automatique, il va dire quelque chose comme insuffisance de ne pas pouvoir faire quelque chose, je ne sais pas. Voilà, ça va dire un truc très bizarre probablement. Donc il faut vraiment être attentif sur ces points-là. Le troisième, il fallait mettre des chats. Voilà, j'ai trouvé un moment de mettre des chats. Donc il y a une autre partie qui est très intéressante. J'utilise souvent le mot warehousing, ça vient de Hereto en fait. C'est où vous avez des fichiers de base où vous stockez des liens, un autre qui stocke des termes d'interface, un autre qui stocke des phrases complètes qui sont utilisées ailleurs, et des paragraphes, etc. Donc c'est très important de trouver un système d'organisation qui correspond bien à votre architecture d'information. Et quelles sont les choses qui sont utilisées le plus déjà. Je ne vais pas passer sur tout type de reuse, mais je vais mettre un point d'importance sur les termes d'interface qui est au-dessus du chat blanc au milieu là. Donc c'est très important chez nous. Donc comme je disais tout à l'heure, nous avons des termes d'interface qui sont gérés via Localize. Okay? Ils sont là, ils sont mis à jour régulièrement, au moins tous les 6 semaines, voire plus. Donc vous imaginez, si vous avez une extraction manuelle qui est dans Dita, et qu'il y a des mises à jour côté dev, les devs, ils ne sont pas très communicatifs. Ils ne vont pas aller vous voir, ah, attention, là, on vient de changer ça. Ils ne vont pas le dire, ils vont juste rester dans leur coin, voilà, devant l'ordinateur, voilà, on voit bien le truc. Donc, il faut contourner ce problème, et l'une des choses, c'est de trouver un moyen chez vous de pouvoir automatiquement prendre les termes d'interface et de faire en sorte qu'ils sont alignés avec les UI control qui sont dans votre base de données. Ça, c'est très important. Parce que s'il y a déjà un décalage en anglais à la base, quand vous passez en traduction automatique, vous allez avoir de gros soucis. Et c'est pour ça, en fait, chez nous, en tout cas, grâce à WHP, il nous a aidé à fabriquer une méthode
où on prend tous les termes d'interface internes dans notre software, on les met dans un fichier dit normal, et en fait c'est des paragraphes avec des termes UI control, voilà, listés comme ça. Donc les ID de chaque UI control correspond parfaitement à l'ID qui est dans Localize. Donc ça c'est très important parce que si un jour l'équipe de dev décide de faire une amalgamation des termes ou il décide de supprimer quelques termes, au moins en faisant une réextraction à nouveau, on est à jour. Et donc si un jour il y a un terme qui est enlevé et qu'on n'a plus dans le warehouse, ça va générer des messages d'erreur dans nos fichiers de cible. Et c'est là où on va voir, ah bah là ça n'existe plus. Donc il faut chercher dans l'ancienne base de données, voir ce qui était dans cette ID avant. Et après, ah voilà, on va choisir un autre qui existe, ah bah là c'est bon. Et donc il y a une autre question qui existe. Vous allez peut-être poser des questions à la fin. Comment vous allez gérer les termes en externe? Parce que c'est vrai que c'est déjà compliqué avec les développeurs internes de communiquer. Vous imaginez chez Google, chez Okta, chez je ne sais pas quoi, comment on les gère. Excuse-moi, ça c'est juste une visualisation de ce qu'on a fait avec les concurrents. Excuse-moi, j'ai oublié ça. Mais on peut revenir plus tard. Donc, une chose on a décidé de faire pour rester simple, on a dit, bon, tout terme d'interface qui est chez Google, Okta, Zoom-in, Workday, etc., on la garde en anglais. On ne fait pas la traduction. Je sais que c'est moins bien, voilà, de ne pas avoir la traduction puriste, mais au moins s'il y a une erreur, on va le remarquer plus vite. On n'aurait pas besoin de faire une réorganisation derrière avec les autres termes dans d'autres langues. Et surtout, on n'a pas le contrôle dessus. Donc, on a fait cette simplification pour nous simplifier la vie. Si on trouve un jour un système de AI ou IA qui savent communiquer avec tous les devs du monde pour récupérer les infos, on est tous ouverts à cette solution, mais voilà, ce n'est pas notre priorité. Donc, juste une petite parenthèse sur le japonais, c'est sur la même astuce encore. Vous allez remarquer dans les visages, dans le capture d'écran là, que quand vous avez l'anglais ou le français, etc., souvent le verbe est avant le terme d'interface. C'est assez naturel que ça arrive. Une chose qu'on a remarqué, qu'avec le japonais, souvent le terme d'interface arrive avant le verbe. Bon, c'est comme ça, je ne suis pas linguiste, je ne peux pas répondre à des questions en japonais, je ne sais rien. Mais, une chose qui est très intéressante, c'est que comme l'ordre est totalement différent et que surtout il y a des bots derrière la scène, parfois on peut avoir des résultats très approximatifs si on n'est pas très carré avec l'organisation des éléments. Et c'est là où j'ai passé la 5e astuce. Donc, j'ai utilisé le terme poupée russe pour les termes d'interface. Donc, en fait, quand vous avez des éléments de même hiérarchie, et donc, ça, par exemple, si vous avez un UI control qui est dans un terme, ou bien un terme qui est dans un UI control, comme je vais montrer ça, c'est pas très évident à comprendre. Donc, imaginons, vous avez un bouton sur l'interface, imaginons un bouton sur l'interface qui s'appelle Google Play, on revient là. Donc, vous avez Play qui est un terme qui ne doit pas être traduit, par exemple, imaginons ça, ok. Et donc, vous avez une balise terme à l'intérieur du UI control. Dans l'ancien monde, ça ne posait aucun problème, parce que les traducteurs pouvaient traduire. Aujourd'hui, avec l'IA, ça a tendance de, entre guillemets, merder un peu, où il prend les termes, il dit mais pourquoi il y a un terme dans l'UI? Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais jeter un terme là, je vais jeter un autre terme là. Et c'est vraiment comme ça. Et donc parfois, on a des fichiers totalement buggés et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça a pris du temps, mais encore grâce à Dominique et compagnie, on s'est sorti assez bien. Et donc, c'est vraiment strict. Il faut vraiment... Voilà, mettre un UI control, ça doit rester un UI control, mettre pas d'autres éléments dedans. C'est vraiment, voilà, si vous retenez ça aujourd'hui, vous allez gagner pas mal de temps. Et surtout si vous faites ça aujourd'hui, avant que vous commencez à parler avec les finances, on aimerait mettre en place un système de traduction, etc. C'est quand même un vrai gain de temps. Donc, voilà, je vais passer sur l'avant-dernière astuce. Donc, voilà, j'ai décidé pour réguler, mettre tous les termes qui existent, tous les éléments qui existent dans l'ITA. Il y a vraiment un bel choix, voilà. Et pour cette raison-là, je n'ai déjà fait cette erreur pendant des années dans plusieurs boîtes. Donc, je suis désolé tous mes anciens employeurs. J'ai mis des gras et des italiques et des underlines et tout. Quand je voulais mettre un style sur un type d'élément sans mettre du CSS. C'était feignant, je suis désolé. J'espère qu'ils vont me pardonner. Voilà, en tout cas. Aujourd'hui, si vous avez le choix entre apprendre le CSS, mettre en place un vrai CSS qui correspond à chaque élément dont vous avez besoin,
ou bien mettre du gras ou des italiques, ben, il faut aller vers la version un peu plus difficile. Vous allez gagner tellement de temps, vous allez remercier vous-même et vos employeurs vont peut-être pas vous remercier, mais bon, ils vont être contents. Non, peut-être pas, mais bon, voilà, c'est juste pour vous, ok? Et donc la dernière presque finie. Il reste encore pas mal de minutes. Et j'ai voulu mettre aussi des chiens parce que c'est pas très juste de mettre juste des chats, voilà, et des Shiba. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire avec cette image avec 3 Shiba, c'était tellement mignon. Je dis, bon, il fallait mettre un truc. Donc, c'est pas très lié, honnêtement. J'ai dit au début de l'année, je demandais des CSM, est-ce que vous êtes disponible dans l'année de faire des relectures pour nous, pour que ce soit nickel? Ah oui, bien sûr. Ils ont dit oui tout de suite. Je dis, ok, ils ont dit oui, c'est super. Et je dis, bon, vers le mois d'août, on va commencer de vous demander de l'aide. Ah, pas de souci. Donc, petite parenthèse, en Japon, c'est relativement calme, juillet-août. Les gens sont, bon, ils sont calmes, mais moins calmes qu'en France. Mais bon, quand même, ils sont relativement calmes et disponibles. En revanche, quand le projet prend quelques mois de retard, genre 1 mois et demi, et que c'est plein milieu d'octobre en Japon, bah, c'est un mode 60 heures par semaine. Ils n'ont pas de bande passante, et donc, ils ne vont pas forcément dire non, ils vont dire non à leur façon pour dire qu'ils ne sont pas disponibles. Et donc, voilà, on était face à une situation où on voulait des êtres humains de lire le contenu avant que ça sorte officiellement, avant que le PDG va en Japon pour voir le site japonais. Et malheureusement, on a dû passer cette étape au début pour sortir les trucs. Et la première version était moyenne, je dirais moyenne. Donc, en anglais, on dit average, c'est même plus flatteur même. Donc, voilà, c'était vraiment pas bon au départ. Et donc, la leçon que je dirais toujours, c'est que si vous avez besoin de ressources, ça peut être le rédacteur, ça peut être même des équipes de dev qui mettent en place cette boîtier noire. Ben, il faut vraiment sous-estimer leur disponibilité, vraiment. Et ailleurs, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles on a passé par WHP. On a des ressources en interne chez Lumapps qui auraient pu mettre en place cette boîtier noire, ça aurait pu marcher entre guillemets, mais malheureusement, la documentation n'est jamais la priorité des devs. Et quand il y a des priorités pour les clients, ben, le doc va toujours passer en deuxième place. Au moins quand on parle d'une société qui est spécialisée dans le domaine qui nous sommes les clients, ben, on est plus priorité quand même que les clients de chez Lumapps. Donc on a fait ce choix aussi pour cette raison. Et donc, même chose aussi, quand j'ai dit août, c'était un peu ambitieux, c'était mieux si j'ai dit à la fin de l'année. Si on avait fini en octobre, novembre, ça aurait été bien, voilà, on aurait été en avance, voilà. Donc ça, c'est juste un peu des astuces pour votre avenir. Et donc, on revient sur KitKat, donc encore plus de KitKat. Donc, on a eu quand même notre moment de KitKat. Donc, malgré le fait que la première version du site de documentation en japonais n'était pas terrible, les clients ont râlé un peu, mais on a eu quand même pas mal de retours positifs. Et il y avait même des clients qui disaient, dans l'ancienne vie, je prenais le texte dans le site de documentation, je le collais dans Google Traduction, et je lisais le contenu, et après, comme il y avait tellement d'onglets ouverts, je me perdais très souvent dans l'information. Et là, aujourd'hui, comme on a du japonais, même si c'est pas terrible le japonais, il faut faire un peu, ou écharler un peu avec les instructions, au moins, je n'ai pas besoin de passer par Google Traduction. C'était un gros gain de temps pour eux déjà. Et j'étais assez surprise par cette bonne remarque. Et voilà, pour revenir sur les résultats, voilà, je viens de parler de ça déjà. Il y a une autre grande nouvelle, c'est que la deuxième et troisième version étaient vraiment améliorées. Donc on a réglé le problème de tag, on a réglé quelques soucis avec certains caractères qui généraient des problèmes. Et on a eu un résultat tellement bluffant que les clients pensaient qu'on avait pris des rédacteurs en interne pour lire le contenu. C'était toujours pas le cas. Et en fait, c'était ça qui était assez bluffant. Et la deuxième chose, on a toujours des tickets support en Japon dans l'équipe de support de Maps à Tokyo. Et pour la première fois, depuis l'ouverture de filiale Japon, on a eu une moitié des êtres humains. Et en fait, dans notre cas, c'est pas le cas. Parce qu'on n'allait jamais prendre une agence de traduction pour faire la traduction humaine, on n'aurait jamais eu le budget. Cette fois-là, on a eu un budget qui a permis nous-mêmes de faire la traduction. Et on a même pris, surtout côté WHP, il y avait des linguistes qui étaient anciennement des traducteurs, qui ont bossé sur ce projet. Ils ont aidé sur le lexique, sur des parties comme ça. Donc ça a fait bosser des gens où anciennement,
bah, ces gens n'auraient pas bossé sur notre projet. Donc je sais que c'est très facile pour moi de dire, voilà, moi tranquille en CD chez Lumaps de dire ça, mais il y a des opportunités dans ce domaine. Et vraiment, il faut rester avec les oreilles ouvertes. Il y a vraiment de vrais besoins. Et même chez nous aujourd'hui, si un jour on prenait une personne de plus chez Lumaps, on aurait une grande préférence de prendre un profil qui a déjà fait un peu d'introduction, parce que ça veut nous aider de rédiger mieux pour la partie traduction. Parce que si on rédige mieux pour des traducteurs humains, on va aussi rédiger mieux pour des traducteurs automatiques. Donc ça, c'est un peu le résultat résumé dans la prochaine slide, amour, gloire, vitesse et économie. Bon, première chose, voilà, on a évité de payer plein pot pour la traduction quand on n'avait jamais payé. On a plus d'attente de 2 mois pour le release. Maintenant, c'est 1 semaine après le release. On peut faire encore plus vite, mais on peut faire de donner une buffer de 1 semaine au cas où il y a des changements après le release. Il y a une autre chose, c'est 1000%, c'est 1000% moins cher que la version humaine. C'est vrai que je dois le lire 2 fois, voilà, 1000%, voilà. Et surtout, en fait, les boîtiers noir qu'on a mis en place, pour chaque langue supplémentaire, on a déjà fait 75% du boulot. Donc on n'a que 25% de la partie lexique, linguistique, etc. à faire. Et voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment une économie sur l'échelle qu'on va faire les prochaines langues, et surtout dans les prochains projets. Donc voilà, les leçons clés. Bon, il n'y a que 4 leçons aujourd'hui. Il y avait déjà les 7 astuces, mais bon. Donc, on aurait dû faire plus de tests en français, même si on n'allait pas faire français avant le japonais. Parce que peut-être qu'on aurait remarqué des choses plus vite qu'on aurait dû remarquer avant. Autre chose que même j'ai dit, j'aurais dû faire plus, c'était de faire des tests de Google Translation, où on prend le site existant, on le met en Google Traduction, et voir le comparatif de qualité entre français et Google Traduction versus la version qui est plus développée. Donc, ça, c'est un bon benchmark pour voir les différences. Est-ce qu'il y a des différences de choix de mots? Si vous voyez des écarts, pourquoi ça fait ça? Ça peut faire des questions d'interrogation. Et après, comme je disais tout à l'heure, anticipez bien les ressources que vous avez en interne. Donc, surtout si vous voulez développer cette solution en interne avec des devs, il faut vraiment donner une grosse marge. Et vraiment, je vous conseille de faire ça. Donc, j'ai presque fini et il me reste 2 minutes, c'est super. Voilà. Donc les chantiers à venir, j'aime bien des Simpsons aussi, je mets souvent des mèmes un peu partout, mais bon. Donc les 3 gros projets à venir vis-à-vis de ce projet, c'est on va mettre un warehouse de liens. Donc les liens sont actuellement éparpillés dans les topics un peu partout. Donc on veut vraiment amalgamer tous les liens dans un seul fichier à l'avenir pour que si un jour on est vraiment courageux, on peut faire introduction des liens pour qu'on trouve l'équivalent des liens externes dans d'autres langues. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais au moins on prépare le terrain pour que tous les liens soient ensemble. C'est aussi utile pour tester les liens qui sont cassés aussi, c'est beaucoup plus pratique. Et le deuxième projet, c'est le projet MDI. Donc, j'avais expliqué ça l'année dernière, je sais qu'il y a quelques gens, je les connais de l'année dernière, où on utilise une méthode de MDI, en fait, pour les icônes qui sont dans la doc. On a une base centrale, en fait, open source qui existe, et que l'équipe dev chez Lumaps utilise ces icônes. On fait appel à ces icônes par rapport à une output class. Et donc, c'était une très bonne méthode dans l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, au niveau d'accessibilité, il n'y a pas un moyen de mettre du texte alternatif à côté des icônes. Donc ça, et comme à l'avenir, on est censé de travailler de plus en plus avec des clients gouvernementaux en parallèle que des clients entreprises, on aurait sûrement des obligations dans les années à venir de lier avec accessibilité pour fédéral aux États-Unis ou même dans plusieurs pays en Europe. Donc ça, c'est un projet long terme aussi. Et bien sûr, l'information architecture ou l'architecture d'information, ça ne se finit jamais en fait. C'est toujours un projet qui continue. Et mon équipe là qui est à côté de moi, ils sont très chargés dessus. Voilà. Donc j'ai fini à l'heure, pile poil à l'heure. Merci beaucoup. Donc si vous avez des... C'est un peu extrême. Hein? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Même après, je ne vais pas partir tout de suite. Si vous avez des questions... Ok, ils ne veulent pas. Ça, c'est là.
Voilà, super. Ça, c'est l'importance de redondance dans la documentation. Il faut toujours avoir son regard. Voilà. Voilà. Déjà, question, si les gens... Bienvenue, une question, si vous voulez. Voilà, à ça. Oui, j'aurais une question pour revenir sur le chiffre que tu avançais. Plus de 75% de réutilisation pour chaque nouvelle langue ajoutée. En fait, c'est plutôt de boîtier noir, donc ce qui est développé par WHP. Donc, en fait, il y a un travail des armes jour, en fait, qui est lié avec ça. Donc, il y a des personnes, des devs côté WHP, qui développent ce système de WHP qui travaille avec, qui marche avec MemoQ. Et il faut des développeurs, en fait. C'est IT, voilà, c'est ces ressources. C'est l'outil, en fait. C'est à 65% de l'investissement Oui. de l'investissement en outil, mais pas sur la charge de traduction des mots. Non. C'est sur l'investissement en outil. Non, les mots, ça fiche. Ouais, mais 75% de nouvelles langues, je ne connais pas. D'accord, merci. L'année dernière, il y avait une astuce que je donnais à tout le monde dans la négociation, il fallait diviser par 3. Voilà, ça n'a pas marché. Bon. Il était là, bon, j'aurais dû attendre un peu. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment on dit j'ai pas le temps de revoir la traduction en japonais alors? Comment ça se traduit? On dit oui, puis on fait pas. Oui, yes maybe. C'est yes maybe. Yes maybe. C'est yes maybe, ça veut dire non en fait. Okay. Donc en fait, quand j'entends yes maybe, ouais, c'est super, hein? Donc ça c'est très important. Ça s'appelle le consentement de ressources quelque part là. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok, les gens ont peur. Je vais juste faire un commentaire sur les UI Control. Pourquoi externaliser le UI Control? C'est parce qu'en fait, on pointe sur le UI Control qui vient de Localize. Donc, c'est pas traduit par Google, c'est pas traduit par Google Translate, c'est pas traduit par l'outil de traduction. En fait, on pointe avec une clé, donc ça revient un petit peu à ce que disait Julie. La clé pointe sur le UI et puis on va pointer sur le UI en japonais. Ce qui fait qu'on est sûr à 100% que la documentation qui est publiée en japonais fait bien référence au UI Control japonais exact et pas à une traduction potentiellement approximative. En fait, ça fait toujours bien quand on a le fournisseur dans toutes les présentations, c'est très utile parce qu'il remplit tous les vides. Comme ça, je n'ai pas besoin de me préparer, donc c'est très bien. Est-ce qu'il... Ah, il y a encore des questions. Oui. Je pense qu'il y a Noël dedans qui a levé la main avant moi. Non, pas sur le slide. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je suis pas Noël. Par rapport au fait de remplacer les screenshots par du texte, est-ce que vous avez eu des retours des utilisateurs là-dessus? Parce que ça me paraît pas très user-friendly. Oui, voilà, il y en a eu beaucoup de retours. En fait, on fait un sondage en continu dans le site de documentation. Nous avons un bouton pour laisser des feedbacks. Donc c'est un type de sondage et les gens peuvent aussi laisser des tickets. On a des gens qui se plaignent, oui, qui manquent de capture d'écran, ils avaient une habitude, on est bien conscient. C'est juste, aujourd'hui, on n'est que 4 personnes pour gérer tout un grand site. On n'a pas la bande passante pour gérer tous les captures d'écran, en plus de la traduction, en plus de la rédaction technique. Surtout, les années avant, on demandait toujours une 5e personne, on n'a pas eu, et cette année-là, on ne demande pas la 5e personne, justement parce que vraiment, les captures d'écran, ça prend du temps. Et donc on a fait un choix et les gens s'habituent. Il y a de moins en moins de gens qui se plaignent. Bon, est-ce que c'est parce qu'ils ont laissé tomber, ils voient qu'on est un peu borné dessus? Je ne sais pas, mais je préfère de supposer qu'ils s'habituent avec l'expérience et voilà. Donc voilà. Pourquoi vous n'avez pas fait de la fusion de modèles avec la traduction sur vos écrans, les modèles d'écran, et après d'implémenter la traduction sur les écrans directement? Je n'ai pas toujours compris. Là, aujourd'hui, vous faites les scans d'écran. Des captures d'écran? C'est des modèles, en fait, il y a des interfaces, il y a des modèles d'interface derrière. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas avoir des modèles d'interface vide et venir appliquer la traduction, en fait, des éléments sur le sujet? On pourrait, oui, bien sûr. C'est des options qui se font, ça dépend en fait. Ça signifie qu'il faut vectoriser la capture d'écran au départ, ou alors utiliser, quand il y a des outils de UX comme le Figma, ou ça, on peut utiliser les captures d'écran, il y a des templates qui sortent de Figma, donc ça permet d'automatiser. C'est fait sous une étape Oui, c'est une vraie solution. C'est juste, voilà, ça prend plus de temps que du texte. Oui, mais c'est une très bonne solution. Oui, c'est ce que Jérémy a demandé en temps réel. Ah oui. Je vais oublier Sophie. J'ai compris que
vous écriviez en français et vous traduisiez en japonais? Non, c'est en anglais. On écrit en anglais. Excuse-moi, oui, j'aurais dû préciser. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Prince Charles tout à l'heure, oui. En fait, j'ai oublié de le préciser à l'oral, mais il était juste là. Si vous avez remarqué, il y a Prince Charles qui est là-dessus. C'est vrai. Il y a des régions de la France où les gens ressemblent à ça, mais bon. Hein. Oui, pardon. Vous avez d'autres langues? Non, juste en anglais. Aujourd'hui, on traduit en japonais parce qu'il y avait vraiment une vraie demande de terrain. Les équipes de sales se plaignaient qu'ils n'arrivaient pas à vendre plus et souvent les clients disaient « Je veux de la documentation japonaise parce que mes utilisateurs ils ne maîtrisent pas tant que ça l'anglais, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne posent pas des questions à leur hiérarchique pour dire « Je ne sais pas, je ne comprends pas ça ». Donc en fait, ça faisait des points de blocage. Autre chose, il y a même des clients existants, des gros clients, je ne peux pas donner les noms, mais ils menaçaient de retirer leur contrat qui était en renouvellement cette année. Et donc c'est un gros projet qui valait un gros somme, je ne peux pas dire non plus. Mais voilà. Et c'est pour ça, en fait, il y avait cette pression de faire un japonais avant les autres langues. Et bien sûr, si on veut rater, il vaut mieux rater avec un truc difficile. C'est plus difficile de faire des excuses que si on rate en français. Donc voilà. Non, mais voilà, c'était surtout un besoin commercial, en fait. C'est vraiment, et c'est ça qui a financé le projet au départ. C'était le Japon qui ont payé, en fait, les filiales du Japon. J'ai peut-être loupé l'info. Oui. Vos utilisateurs finaux, c'est du public, c'est des gens qui sont en interne dans l'entreprise, je n'ai pas très bien compris, qui utilisent votre documentation. C'est une bonne question, je n'ai pas dit aujourd'hui, oui. C'est vrai, entre guillemets, tricky, surtout pour créer de nouveaux utilisateurs. Vous imaginez, vous avez plusieurs sources, des emails, plusieurs sources Microsoft, parfois Google, mélangées tout en même temps. Donc ces étapes ne sont pas du tout évidentes pour une personne qui utilise Maps pour la première fois. Donc c'est surtout ce type d'opération. Voilà. Donc, ok, merci. Ouais. Est-ce que j'ai épuisé tout le monde encore ou pas? Voilà, je pense que là, on est bon. Je laisse. C'est là parce qu'on a une petite formalité pour les speakers. Donc c'est une tradition, tu en as déjà certainement un sur ton bureau. Tu l'as perdu. Bon, ben justement, c'est une bonne occasion. Donc un petit, comme dans toutes les cérémonies des Molières, hein, on remet les Molières. Donc chaque présentateur a une statuette. J'aurais pu le faire dans l'ordre, mais bon, elle est acoustique, donc Noël et Héloïse. Nicolas, Jérémy et Julie a eu le sien avant de partir. Je crois qu'on est à peu près bon, hein, après. Donc voilà, si pour les futurs présentateurs, ça vaut le coup de présenter le statut de membre. Et après chaque webconf qu'on fait, il faut que je vois la statue à chaque webconf. Voilà, exactement. Très bien. Écoutez, merci. Encore une fois, merci à tous les présentateurs de cette année, de l'année passée et des années prochaines. À la partie présentation des sponsors, un petit peu pour la nouvelle sur qu'est-ce qui se passe dans notre métier et dans nos actualités. Donc on les a fait par ordre alphabétique. Alors il y en a certains que je n'ai pas encore, il faudra qu'ils viennent. Voilà. Tu as perdu la moitié de ton...
tu arrêtes celle-là, je vais faire celle-là, et puis on verra. C'est moi, je n'enverrai pas.